19 février 1680, la Voisin, empoisonneuse en chef du tout Paris, trinquait avec ses gardes alors qu'elle venait d'être condamnée à mort. Ce soir-là, elle s'enivre et chante jusqu'à minuit passé. Le lendemain, elle multiplie les accusations contre ses amis ou ses anciens complices. Malgré tout, elle reste muette dès qu'il s'agit de parler de personnes très haut placées, et est parfaitement consciente qu'on lui fait des promesses pour la faire parler. Arrivée aux portes de la mort, elle refuse de recevoir le confesseur et devant Notre-Dame pour faire amende honorable, elle repousse le crucifix. Finalement, on l'enchaîne sur le bûcher, on recouvre son corps de paille et les flammes la dévorent avec avidité. 2 jours plus tard, une jeune femme déjà enfermée par l'araignée est réinterrogée et cette fois-ci, elle se met à parler. Cette femme, c'est la fille de la Voisin. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les aveux de Marie-Marguerite Monvoisin. Je sais, c'est le choc pour vous aussi, la Voisin a donc une fille. En 1680, Marie-Marguerite a 20 ans à peine et, apprenant la mort de sa mère par une indiscrétion des gardes, elle est d'un seul coup comme soulagée. Ce qui tombe de ses épaules, c'est la peur de sa mère. Après l'exécution de la célèbre La Voisin, que beaucoup trouvent prématurée tant elle aurait pu torturer pendant des années encore, apporter de nouveaux éléments aux différentes enquêtes, le roi creuse encore plus profondément dans les mœurs de la société et somme la chambre ardente d'étendre sa compétence aux sacrilèges, aux impiétés, aux profanations et à la fabrication de fausses monnaies. Avant de vous parler plus en détail de ce que va raconter cette chère Marie-Marguerite aux autorités de Louvois, je vous fais un rapide résumé de ce qui arrive aux autres simultanément. D'abord, on arrête le père Mariette, vous savez, le compère du magicien Le Sage, et on le rapatrie à Bordeaux pour y être enfermé. Ainsi, avec son complice sous les verrous, on démarre enfin le procès de Le Sage. Et je peux vous dire que malgré tout ce qu'il balance, si les petites gens se font brûler vifs, les grands de ce monde, eux, s'en sortent souvent avec un simple bannissement et une amende qui frappe à peine au porte-monnaie. Rien de très croustillant à se mettre sous la dent donc, jusqu'à ce qu'on décide d'interroger la fille de la Voisin, en particulier sur le fameux voyage que sa mère a fait pour porter le billet au roi à Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque son amant, le magicien Blessy, est kidnappé et séquestré par le marquis de Termes, la Voisin se met soudainement en tête d'aller remettre elle-même un billet en main propre au roi pour tenter de le faire libérer. Eh bien, sa chère fille rapporte que ce billet aurait été enchanté, entre guillemets, et qu'il n'aurait surtout pas fallu que quelqu'un d'autre que le roi ne l'ouvre pour que ça réussisse. Bon, jusque-là, c'est peut-être juste des ragots un poil magiques. Mais Marie-Marguerite raconte aussi que la Trianon et la Vautier avaient prédit à sa mère qu'elle serait compromise dans une affaire d'État avec des gens de qualité qui lui donneraient beaucoup d'embarras. Des racontards à n'en pas douter, entre peur, superstition et bonne aventure. La Voisin avait négligé leurs avertissements et avait cherché à tout prix à mener sa quête à bien. Était-elle si éprise du magicien Blessy pour tenter pareille entreprise ? Un soir que son époux, le timoré joaillier Monvoisin, s'étonnait de l'acharnement de sa femme, leur fille avait alors capté une phrase de sa mère qui lui mit la puce à l'oreille. Elle s'était exclamée « Il faut que j'en périsse ou que je vienne à bout de mon dessein ». Pour Marie-Marguerite, ça ne faisait aucun doute que la mission allait bien au-delà de la libération de l'amant. Alors l'araignée se demande si le billet que devait apporter la Voisin au roi, on ne lui avait pas fait quelque chose de spécial. Mais la fille ne saurait le dire. Le 12 juillet 1680, une semaine après ces petites révélations qui ne disent finalement rien, la fille parle à nouveau. Elle vient en fait d'apprendre la mort de sa mère et elle se sent tellement libérée qu'elle veut tout dire. Les autorités tombent un peu des nues, elle qu'on pensait ignorante de tous les agissements de sa mère. Elle revient sur cette histoire de billet à donner au roi et avoue finalement ce que l'araignée craignait depuis le début, le billet n'avait en fait pas d'autre dessein que d'empoisonner le roi. Elle raconte que sa mère travaillait sur ce projet avec la Trianon, sa proche confidente, une sorcière elle aussi. Marie-Marguerite va plus loin dans les détails. Elles ont enduit de poison le billet qui devait être remis au roi, et cette demande de libérer Blessy n'était évidemment qu'un prétexte pour s'approcher du souverain. Jusque-là, je pense que vous ne tombez pas trop haut, on s'en doutait un peu.
Mais la fille de l'empoisonneuse va finalement lâcher ce que redoutent en secret l'araignée et Louvois depuis un moment. La voisin n'agissait pas pour son propre compte. Elle travaillait pour quelqu'un de sûrement très haut placé, puisqu'il y avait une récompense à la clé, 100 000 écus. Je ne pense pas que vous vous rendiez compte, mais à l'époque, c'est à peu près le prix d'un petit château. Une coquette récompense, mais après tout, il s'agit d'un crime de la plus haute importance, un crime de lèse-majesté. Et Marie-Marguerite aurait pu s'arrêter là. Mais évidemment, si je lui consacre un épisode, vous vous doutez bien qu'elle a craché un peu plus gros morceau que ça. Elle explique que sa mère et ses complices ne voulaient pas tuer que le roi, mais aussi se débarrasser de Mademoiselle de Fontanges. Mais c'est qui celle-là encore ? Eh bien, pour vous la faire courte, c'est celle qui a pris la place de la Montespan dans le cœur du roi. Le vent tourne vite à la cour, et quand une favorite voit ses faveurs décliner, une autre s'empresse de prendre sa place dans le lit du souverain. Marie-Marguerite raconte le plan pour tuer Mademoiselle de Fontanges. Romagny et Bertrand, les fameux complices de la voisin, voulaient s'introduire chez elle, déguisés en marchands étrangers et en serviteurs, pour proposer à cette femme une magnifique étoffe de lion, mais imprégnée de poison mortel, que l'autre n'aurait sûrement pas hésité à essayer, ils en sont sûrs. Si elle n'en avait pas voulu, ils avaient aussi prévu des gants, sait-on jamais. Le poison devait se répandre lentement et ainsi créer l'illusion que la femme était morte de chagrin après la mort du roi. C'était super ambitieux. Déjà parce qu'il y a tout ce stratagème à mettre en place, mais en plus parce qu'ils pensent vraiment pouvoir assassiner le roi aussi facilement, et s'en tirer assez longtemps derrière pour tuer sa maîtresse avec. Le billet empoisonné pour le roi, Marie-Marguerite l'a même eu entre les mains sans en avoir bien sûr fait usage. 2 jours avant son arrestation, sa mère lui avait confié bien enveloppé dans une protection car elle avait pris peur en se faisant aborder par un missionnaire lazariste qui prêchait la bonne parole. Pas tranquille, la voisin. Je dis ça, je dis rien, mais ça vous rappelle rien, un homme qu'on veut tuer avec sa maîtresse ? Qui diable pourrait bien vouloir faire une chose pareille ? C'est toujours le même schéma, alors qui d'autre que l'autre femme ? Qui a autant d'argent pour proposer l'équivalent du prix d'un château comme récompense ? En creusant, l'araignée arrive à tirer les vers du nez de Marie-Marguerite. Elle dit avoir entendu parler du projet de tuer Mademoiselle de Fontanges à 3 reprises chez un prêtre nommé Lapierre, le confesseur d'une certaine Mademoiselle des Œillets, la dame de compagnie de la Montespan. Encore elle, sérieusement ? Elle affirme qu'elle a vu à plusieurs reprises des œillets dans l'officine de sa mère. Et hop là, elle vient de démentir tout ce qu'a toujours assuré la voisin, elle connaissait donc bien la des œillets. Marie-Marguerite confirme, elle l'a vue passer chez sa mère pendant au moins 2 ans, très régulièrement. Et directement, on se doute que ce n'est pas pour son propre compte, elle ne vivait que pour sa maîtresse, la Montespan. Et l'abbé Lapierre, chez qui Marie-Marguerite a entendu parler du plan, c'est le frère de Romagny, le complice de sa mère. Tout ce beau monde, impliqué dans l'affaire des étoffes et du billet empoisonné, laisse donc penser que celle qui a voulu se débarrasser du roi et de sa rivale par la même occasion, c'est Madame de Montespan. L'accusation sur la maîtresse du roi est très grave, vous imaginez bien. Mais l'araignée ne flanche pas et demande à Marie-Marguerite, mon voisin, de poursuivre dans ses explications qui, pour le moment, il doit l'admettre, sont très cohérentes. Elle rapporte aussi qu'elle avait entendu une autre femme travaillant pour le comte de la Montespan, une dénommée Landry, dire de nombreuses conjurations durant lesquelles elle brûlait un petit fagot en répétant ces mots. « Fagot, je te brûle, ce n'est pas toi que je brûle, c'est le corps, l'âme, l'esprit, le cœur et l'entendement de Louis de Bourbon. » Ah, bon, là, il n'y a pas trop de doute sur les intentions du message. L'araignée est horrifiée par sa révélation de la fille de la voisin. La maîtresse du roi Soleil vient donc consulter les sorcières et se livre à d'immondes pratiques pour posséder le corps et l'esprit du roi de France. Et puis le schéma très classique, n'ayant pas réussi dans son entreprise, elle a voulu leur perte. Plus que tout, le lieutenant général de police est dégoûté que cette gamine qui en savait bien plus qu'il l'imaginait n'ait pas parlé avant. Il avait beau lui rappeler que la dissimulation d'informations était tout aussi passible de mort que les crimes de sa mère, tant que celle-ci n'était pas réduite en cendres, Marie-Marguerite n'avait pas ouvert la bouche. Et comme pour tendre la perche à l'araignée, elle affirme que tous ceux qu'elle a cités dans ses aveux peuvent en dire bien davantage. Justement, l'araignée attrape bien vite Romagny et Bertrand, les complices de la voisin, mais ils nient tout en bloc.
Ils n'ont jamais vu Madame de Montespan, ils n'ont jamais voulu intenter à la vie du roi, et encore moins à celle de sa maîtresse, Mademoiselle de Fontanges. Qui croire alors ? Marie-Marguerite Monvoisin, qui paraît très cohérente depuis le début et semble dans l'ombre tout savoir des sombres desseins de sa mère depuis des années, ou bien les complices de la mère justement, qui essaient peut-être juste de sauver leur peau. Comme depuis le début de cette enquête, qui touche de près la Montespan, Louis XIV est consulté. L'araignée peut-il continuer à investiguer ? À la surprise générale, le roi accepte que l'enquête continue parce qu'il veut la vérité sur celle qu'il a encore à ses côtés. Mais le secret doit être total. Voilà que le 13 août, Marie-Marguerite balance de nouveaux aveux à la tête de ses geôliers en tentant d'expliquer les motivations de Madame de Montespan. C'est simple, chaque fois que la Montespan sentait sa faveur auprès de Louis XIV diminuer, elle allait trouver sa mère pour qu'elle trouve un remède. Elle lui filait toutes sortes de poudres de couleurs différentes, parfois avec l'aide d'un prêtre qui lui passait ça sous le calice. Puis un moment, Montespan se résigne, et elle voit bien que ça ne sert plus à rien. Et si le roi de France ne veut plus d'elle, alors il ne mérite plus de vivre. À ce sujet, on interroge la Trianon, la grande copine de la Voisin, et sa complice présumée dans l'affaire du billet empoisonné à donner au roi. Elle nie tout. Elle n'en veut pas à la vie du roi, non. Et puis, elle, ce qui l'intéresse, c'est l'astrologie. On dirait qu'elle va avouer un truc dingue, mais en fait, elle a juste tiré l'horoscope du roi pour s'amuser. Elle dit « il a Mars pour génie de son corps, il se trouve dans le signe de la balance, blabla. Les gardes sont sur les fesses, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ces balivernes ? C'est une enquête pour crime contre le roi, madame, il s'agirait d'être un peu sérieuse. » Mais Marie-Marguerite la charge encore, en disant qu'elle était très au courant de l'histoire du billet empoisonné. Malgré une confrontation entre les deux femmes, aucune position ne bouge et rien n'en sort. Le 20 août, Marie-Marguerite avoue finalement qu'elle a déjà vu la Montespan, qu'elle lui a parlé une fois à la porte de son carrosse et qu'elle lui a fait passer quelques fioles de poudre, et que c'est arrivé plusieurs fois depuis 8 ou 10 ans. Pourtant, tous les aveux de la fille de la Voisin reposaient sur le fait qu'elle n'était pas impliquée dans cette histoire, pas impliquée dans le commerce de poison de sa mère, et elle affirmait qu'elle n'avait jamais vu Madame de Montespan. L'araignée s'interroge finalement. Si elle peut mentir là-dessus, peut-elle aussi avoir menti sur tout le reste ? Ce qui est sûr, c'est que les aveux de la fille de la Voisin ne sont que le début des problèmes pour Madame de Montespan, qui à partir de là devient la suspecte numéro 1 de cette vaste machination. Et pour tenter d'arriver à ses fins, elle n'a pas pu agir seule. Mais c'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette saga de l'été de Crimes oubliés, consacrée à l'affaire des poisons.